est 19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Tension en République démocratique du Congo, l'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et appelle à la retenue. Elle soutient les efforts de médiation en cours et intensifie ses contacts diplomatiques pour favoriser un retour au dialogue et à la paix. Les résultats obtenus par l'Algérie, qui présidait le Conseil de sécurité de l'ONU en janvier, ont été salués par de nombreux observateurs et experts internationaux. La diplomatie algérienne de terrain a placé les régions arabes et africaines au cœur de ses priorités. Séisme politique à Bruxelles, le Conseil de l'UE officialise l'annulation des accords de commerce et de pêche avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Un coup de tonnerre suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, un signal fort dans la lutte pour la reconnaissance des droits des Sahraouis. En France, c'est la révolte des grands patrons en cause, des taxes trop élevées et une réglementation complexe. Conséquence, plus de 300 000 emplois sont directement menacés. Un climat économique de plus en plus sous pression qui suscite de nombreuses réactions. Au Maroc, la contestation populaire s'intensifie et des voix s'élèvent contre l'alliance du pays avec l'entité sioniste. Une détresse face à laquelle le régime répond par une violente répression. Un peuple marocain souffrant pendant que son pouvoir cède aux intérêts étrangers. Nous célébrerons demain la journée mondiale des zones humides. L'Algérie en compte par milliers. Nous ferons plusieurs haltes à travers le pays pour évoquer le rôle de ces écosystèmes. L'heure est à la préservation de ces espaces pour le bien de ses occupants. Une biodiversité richissime. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et son escalade en République démocratique du Congo, appelant à la retenue et à la désescalade dans la perspective de l'instauration des conditions d'une reprise responsable du dialogue et de la négociation en vue du rétablissement de la paix dans la région. L'Algérie fait sienne les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe, appelant à un dialogue sincère et de bonne foi entre toutes les parties impliquées dans ce conflit. De la même manière, l'Algérie exprime, malgré une lourde adversité, ses encouragements et son soutien au président de la République d'Angola et au président de la République du Kenya dans leurs efforts de médiation patients et soutenus entre toutes les parties au conflit. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, de prendre attache avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays impliqués dans ce conflit, ainsi qu'avec les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans des efforts de médiation. En présidant le Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de janvier, l'Algérie a obtenu des résultats significatifs qui ont été salués par de nombreux observateurs et experts internationaux. Sous la supervision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne a pu mettre sur la table de cette instance onusienne plusieurs questions et défis qui menacent la paix et la sécurité dans le monde. Une diplomatie de terrain qui a placé les régions arabes et africaines au cœur de ses priorités. Emel Bouarba pour les détails. En assurant la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de janvier, l'Algérie est restée fidèle aux principes qui font la force de sa diplomatie. En ligne de mire, le soutien aux causes justes et aux droits des peuples à décider de leur destin. Durant sa présidence de cet organe exécutif onusien, l'Algérie a convoqué plusieurs réunions d'urgence consacrées à des questions d'actualité brûlante, faisant de la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés une priorité absolue. C'est pour cela que l'Algérie a mis sur la table de cette instance onusienne plusieurs dossiers concernant le Moyen-Orient avec comme priorité la question palestinienne, appelant à un cessez-le-feu, à l'acheminement des aides alimentaires aux Palestiniens et à l'arrêt du génocide. Malgré une présidence qui n'a pas été de tout repos, marquée par un contexte régional et international des plus difficiles, l'Algérie a réussi à faire bouger les choses grâce à une diplomatie active et dynamique. L'Algérie a réussi à conclure une présidence fructueuse début 2025 en focalisant l'attention de la communauté internationale sur plusieurs grandes questions telles que Gaza et l'Ukraine. Elle a également mis en avant des enjeux plus spécifiques comme le financement du terrorisme et l'autorité libyenne d'investissement.
L'Algérie a joué un rôle central et positif durant cette présidence. Le peuple libyen apprécie ses efforts pour instaurer la stabilité et rapprocher les points de vue entre les différentes parties en conflit. Concernant les avoirs libyens, il y a un développement positif avec une levée partielle de certains fonds. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie est habilitée plus que les autres à défendre les intérêts des pays en développement et des pays arabes et musulmans. L'Algérie s'est érigée en porte-voix de l'Afrique au Conseil de sécurité. D'où l'Algérie est un faveur défenseur de tout ce qui est les structures et tout ce qui constitue les structures de l'Afrique. Parce que l'Algérie contribue au développement de notre cher continent. Comme nous savons déjà avec l'Union africaine, nous avons l'initiative de l'agenda 2063 qui est l'Afrique que nous voulons. Les pays, nous sommes confrontés à certains problèmes de terrorisme et nous le savons que l'Algérie peut jouer beaucoup de rôle pour amener vraiment la paix, la quiétude et la stabilité. Et comme vous le savez, encore l'Algérie a même interdit la France à le survol de son ciel concernant l'intervention militaire sur le Niger. Et ça, on n'est pas oublié. La présidence algérienne du Conseil de sécurité a été marquée par des batailles et des gloires et de nombreux acquis dans la réhabilitation du droit international comme seule référence dans le traitement des crises et des conflits. Dans une allocution prononcée lors de la 3e édition des dialogues sur la prospérité en Afrique 2025, placée sous le signe « Assurer la prospérité de l'Afrique grâce aux infrastructures, investir, intégrer, connecter », Brahim Bourali a transmis les salutations du président de la République au président du Ghana et aux participants, saluant les efforts déployés par le Ghana pour accueillir cet événement. Plateforme d'une stratégie économique africaine complémentaire, Brahim Bourali a affirmé que l'Algérie accorde sous l'égide du président de la République un grand intérêt à la coopération interafricaine, estimant que l'Afrique constitue le prolongement stratégique pour l'Algérie. En qualité bien sûr de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis, ce nouveau revers judiciaire, l'Union européenne a pris la décision définitive d'annuler les accords commerciaux de pêche avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Un coup de tonnerre suite à un arrêt de la Cour de justice européenne. Ce revers intervient alors que le Maroc tente de manipuler l'opinion, mais la Belgique et plusieurs autres pays européens affirment leur soutien à cette justice internationale. Un signal en tout cas bien fort dans la lutte pour la reconnaissance des droits des Sahraouis. Brim Damis. Séisme politique à Bruxelles. Le Conseil de l'Union européenne a officialisé l'annulation des accords de commerce et de pêche liant l'Europe au Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental, suite à l'arrêt historique rendu par la Cour de justice européenne en octobre dernier. Dans une note publiée le 11 novembre dernier, la Cour a réaffirmé des principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à l'autodétermination des Sahraouis et l'égalité de tout accord affectant ce territoire sans le consentement de ses habitants. Reconnaissant le Front Polisario comme l'entité habilitée à défendre les intérêts des Sahraouis, lui accordant le droit de contester tout accord menaçant les ressources ou leur souveraineté, la Cour a également tranché un point crucial. Les produits issus du Sahara occidental devront désormais porter une étiquette distincte de ceux marocains, confirmant ainsi le statut juridique de ce territoire sous l'égide des Nations Unies. Par cette décision, le Parlement européen franchit une étape importante en établissant un contact direct avec le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, à savoir le Front Polisario. Cette avancée s'est concrétisée lors d'une session organisée mardi dernier au sein du Parlement européen, en présence d'une délégation représentant le Front Polisario afin d'écouter son point de vue sur les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. La délégation sahraoui a exprimé la disposition du Front Polisario à engager un dialogue et des négociations directes avec l'Union européenne à condition que celle-ci repose sur le respect des décisions de la Cour de justice européenne ainsi que sur la préservation des intérêts du peuple sahraoui. Cette orientation a été confirmée par un avis juridique du service juridique du Conseil de l'Union européenne qui a réaffirmé sans équivoque la nécessité pour l'Union européenne de se conformer aux décisions de la Cour de justice de l'UE. Une décision qui intervient après la déclaration du chef de la diplomatie belge, Bernard Quentin, qui a réaffirmé la position de son pays en faveur des légitimités internationales.
Une déclaration claire et sans équivoque que le régime du Marzane a tenté vainement de présenter comme victoire diplomatique illusoire. Des pratiques dignes d'un régime sans scrupules qui, dans une nouvelle vague de répression, le Marzane s'en prend à toute voix dissidente. Plusieurs journalistes et militants des droits humains espagnols ont même été expulsés de la ville de Dakhla occupée, simplement pour avoir communiqué avec des citoyens sahraouis. Léon Landini, figure de l'opposition en France, ne mâche pas ses mots. Il dénonce vigoureusement la politique actuelle du pays, notamment ses prises de position d'extrême droite, et critique ouvertement la glorification de personnalités controversées. Ces déclarations ont suscité de vives réactions. Pour cet ancien résistant français, il s'agit avant tout de défendre une France fidèle à ses idéaux de liberté et de droits humains. Raouf Hamouche. Lui, c'est Léon Landini, 98 ans, un ancien résistant français et un militant communiste qui a combattu le fascisme avec bravoure et détermination lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est l'un des opposants français les plus farouches à la politique actuelle de la France, en critiquant sévèrement ses prises de position d'extrémistes, allant jusqu'à glorifier le rôle de tortionnaire connu, comme Jean-Marie Le Pen décédé récemment. Oui, je suis content d'être là, mais je ne suis pas du tout content d'être là avec les Le Pen, que j'ai combattu, ceux qui ont créé ce mouvement. Avec le fusil, je les ai combattus. Il y en a qui ont été des officiers dans le Gestapo. À cette époque-là, les principaux, ils étaient dans les rangs de la Gestapo. Il y en avait des dirigeants du Front National après la Libération. Il y avait des dirigeants qui avaient été dirigeants militaires et officiers dans l'armée allemande. Les déclarations virulentes de Léon Landini et ses prises de position dénonçant l'actuelle politique française font l'objet de vives critiques de la part des politiques et des médias français. Pour eux, ces positions sont inacceptables, allant jusqu'à appeler au boycott de Léon Landini. Mais c'était les responsables des premiers du Front National, à côté du père, le Pen. Et j'ai dit, si tu es bien avec ces gens-là, mais va ailleurs, reste pas en France. En France, on est pour le bien-être, pour la liberté. On n'est pas pour avoir quelqu'un qui a été un massacreur, qui représente quelque chose d'abominable, le fascisme. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien demande à ceux comme moi, encore maintenant il n'y en a plus, ils sont tous morts. Mais demande à ceux qui connaissent le fascisme, qui connaissent ce que c'est, que la dictature de ces gens-là. De toute façon, le racisme, sous quelque forme qu'il soit, il est à repousser et il est à combattre avec la dernière énergie. D'abord, il faut avoir une hargne comme la mienne. Parce que moi, si j'en voyais un qui soit un peu provocateur, j'irais me mettre, même à mon âge, j'irais me mettre devant. De ne pas les laisser faire. Qui viennent me dire du mal des Arabes devant moi, même à mon âge. Je me tourne, on revers dans la figure, je dis PAM. Et il se calmera tout de suite, par expérience. Avec ses positions audacieuses et ses déclarations enflammées contre la politique française et l'extrême droite, Léon Landini a été considéré par certains comme dangereux, bien qu'il ne soit pas le seul Français à s'opposer à cette politique, dans l'espoir que la France conserve l'image qu'elle s'est frauduleusement appropriée de protectrice de la liberté et des droits de l'homme.
Aujourd'hui, la grogne monte chez les patrons français face à des taxes jugées trop élevées et une réglementation trop complexe. Ces chefs d'entreprise ne cachent plus leur mécontentement. Certains d'entre eux menacent même de délocaliser ou de procéder à des licenciements. Résultat, plus de 300 000 emplois sont directement menacés par cette vague de défaillances d'entreprises. Un climat économique tendu qui fait réagir. Amel Bouarba. En France, les plus grands patrons se révoltent. En cause, la surtaxe imposée aux entreprises françaises. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, validé le 31 janvier dernier, qui prévoit une hausse allant jusqu'à 40% du montant de l'impôt sur les bénéfices. Une surtaxe censée renflouer les caisses de l'État français en rapportant 8 milliards d'euros. Plusieurs chefs de grandes entreprises ont fustigé l'action du gouvernement, dénonçant une dérive fiscale menaçant de délocaliser leurs usines et de licencier des dizaines de milliers d'emplois. Selon eux, cette mesure affecterait durement la compétitivité du marché français. À peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Depuis plusieurs mois, la CGT, Confédération Générale du Travail en France, alerte sur la situation industrielle désastreuse dans le pays. Plus de 300 plans de licenciement sont en cours, soit près de 300 000 travailleurs qui sont menacés de perdre leurs emplois. La France est considérée comme le pays le plus désindustrialisé d'Europe. On est dans un contexte où on pratique le dumping social et le dumping fiscal et le dumping environnemental. Il y a très peu de mesures anti-dumping appliquées par la Commission européenne. En tout cas, je pense qu'on va être dans une nouvelle ère de développement économique très régionalisée, des grandes régions, Amérique du Nord, Asie. On a le risque d'être pris en étau entre ces deux blocs qui finalement viennent déverser leurs produits chez nous. Et puis nous, on sera vendeurs de donuts et visiteurs de Tour Eiffel. L'année 2024 a enregistré un nombre record de défaillances d'entreprises françaises, engendrant des licenciements qui passent souvent sous silence dans les médias français. Récemment, l'entreprise Michelin a annoncé la fermeture de 2 usines à Vannes et Cholet, entraînant la suppression de plus de 1200 emplois. Dans une conjoncture économique et sociale de plus en plus difficile, les vagues de suppression d'emplois dans l'industrie se multiplient, impactant de plein fouet la France. Les chefs d'entreprise dénoncent un trop-plein de charges, de règlements, de contraintes et de taxes. Rien que pour l'année 2024, plus de 66 000 entreprises françaises ont fait faillite, soit un niveau record depuis au moins 2009. Au Maroc, la contestation est sans surprise de plus en plus intense et des voix s'élèvent contre l'alliance du pays avec l'entité sioniste. La colère populaire est bel et bien palpable dans la rue. Une colère nourrie par la répression et l'injustice. Des familles entières sont chassées de leurs terres, des maisons sont détruites et des enfants violentés. Une détresse face à laquelle le régime répond par la force et plonge son peuple dans une grave précarité. Alors, jusqu'où iront-ils? Jusqu'à quand faudra-t-il payer le prix de décisions prises loin des réalités du peuple marocain? Le récit avec Mejda Djahmoun. Face à une vague de colère populaire et de protestations continues contre la normalisation, l'alliance du Makhzen avec l'entité sioniste se heurte à une contestation grandissante. À Djerada, comme dans d'autres villes du Maroc, la rue clame haut et fort son rejet absolu et maintient la pression par des manifestations déterminées. L'entité sioniste va coloniser le Maroc sur tous les plans, politique, économique et social. Les sionistes ne veulent pas notre bien. Réveillez-vous, nous sommes sortis pour dénoncer cette planification et rejeter cette décision qui est contre notre volonté.
On vous a déjà prévenu de la dangerosité des sionistes. Vous avez vraiment cru qu'organiser la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique n'avaient pas de prix. Ils comptent nous contrôler et si l'on refuse, ce sont les policiers marocains qui nous obligeront à le faire. Vous allez être giflés et chassés de chez vous. Pendant ce temps, le Makhzen poursuit ses violations des droits humains à travers des manœuvres sournoises visant le peuple marocain, allant jusqu'à expulser des citoyens de leur foyer et de leurs terres pour les céder aux sionistes. Ils ont démoli nos magasins et nos maisons. Les forces du Makhzen nous ont frappés avec nos enfants. Ce sont nos maisons et nos propriétés. Nous avons hérité ces terres de nos grands-parents et nous en avons les preuves, mais nous n'allons pas bouger d'ici. La location est trop chère. Je suis la seule à prendre en charge ma famille. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû laisser ma femme chez ses parents. Mes enfants se retrouvent sans abri. Ma mère est très âgée et elle a passé la nuit dehors alors qu'il pleuvait. Quelle honte! Que Dieu nous rende justice. Vous allez payer chaque larme versée par ce peuple opprimé. C'est une honte immense. Plongé dans la précarité, le peuple marocain subit l'injustice d'un régime qui, au lieu de défendre ses droits, lui arrache ses terres et ses biens pour les offrir sur un plateau à des puissances étrangères. Un moment d'émotion intense à Khan Younes. Près de 180 prisonniers palestiniens retrouvent enfin la liberté après des mois d'enfer. Une libération, pas la première, qui fait suite aux conditions du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier. Une accalmie certes, mais qui reste toutefois fragile. De nouvelles négociations sont attendues en tout cas avec l'espoir d'un accord durable. En attendant, la communauté internationale tente de peser une initiative portée par plusieurs pays pour réaffirmer les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Raouf Hamouche. Au milieu d'une foule en liesse, plusieurs bus et véhicules sont arrivés cet après-midi à Khan Younes pour accueillir les 180 prisonniers palestiniens libérés par l'entité sioniste dans le cadre de l'accord de trêve avec le Hamas. Devant l'hôpital européen du sud de la bande de Gaza totalement dévasté par les sionistes, des centaines de personnes crient de joie au fur et à mesure que les bus des prisonniers progressent. Il s'agit là du 4e échange depuis le début de la trêve du 19 janvier entre les sionistes et le Hamas, après 15 mois de génocide et de massacres dans la bande, et dans la première phase devra durer 6 semaines. 50 blessés ont été évacués vers l'Égypte via le passage de Rafah, ouvert pour la première fois depuis que l'entité sioniste ait pris le contrôle en mai 2024. Selon les clauses de l'accord de trêve, les négociations doivent reprendre ce lundi pour discuter des conditions de la deuxième phase visant la libération des derniers prisonniers palestiniens, ainsi que la fin définitive du génocide. Des représentants de 9 pays se sont réunis pour inaugurer le groupe de la Haye, une initiative visant à réaffirmer les principes de la justice internationale alors que l'autorité des tribunaux internationaux a récemment été mise à l'épreuve. Dans une déclaration commune, le Belize, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, la Malaisie, la Namibie, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont affirmé être guidés par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, mettant l'accent sur le droit inaliénable à l'autodétermination des peuples. La Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté aujourd'hui ses sincères condoléances à la famille de la journaliste du quotidien Al-Jumhuriya, la défunte Hizia Tlemsi, décédée à l'âge de 42 ans, l'assurant de sa profonde compassion en priant Dieu Tout-Puissant d'accorder à la regrettée sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. La Direction générale de la communication à la présidence de la République a également présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille de l'ancien journaliste de l'agence Algérie Presse, service Mohamed Bakir, décédé à l'âge de 70 ans, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter attention, patience et réconfort à ses proches. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
Le groupe Sonatrach a annoncé aujourd'hui dans un communiqué le succès de la première opération de production d'eau à partir de l'unité d'osmose inverse de la station de dessalement de Cablan dans la wilaya d'Oran. Cette opération entre dans le cadre des essais techniques lancés le 9 janvier dernier, expliquant qu'il s'agit de la principale unité dans le processus de dessalement d'eau de mer avant le démarrage de la distribution d'eau. D'une capacité de production de 300 000 m3 par jour, la station de Cablan alimentera en eau potable 3 millions de citoyens. La réalisation de cette importante infrastructure a été assurée par la Société nationale de génie civil et bâtiments sous la supervision de l'Algerian Energy Company, toutes deux filiales du groupe Sonatrach, avec l'assistance technique de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Et puis nous vous en parlions en titre. Vous le savez, demain, 2 février, nous célébrerons la Journée mondiale des zones humides. Ces écosystèmes jouent un rôle important en régulant les niveaux d'eau et en offrant un refuge à une exceptionnelle biodiversité. Nous prendrons l'exemple ce soir de plusieurs régions et localités ici, en Algérie, à commencer tout d'abord par Oran, qui regorge de ses trésors naturels. Aujourd'hui, ces zones sont menacées par la pollution. Leur protection est donc essentielle pour préserver notre patrimoine écologique. Yasmine Amri. La Spra et la Télamine, des étendues vastes qui mêlent marais verdoyants, lagunes miroitantes et lacs salés, formant des paysages d'une rare beauté, ou tout simplement les zones humides d'Oran, riches en végétation et en biodiversité. Ces espaces jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'eau et la purification de l'environnement. Pourtant, leur importance reste encore peu connue du grand public. Nous sommes dans la zone humide de Télamine, classée sur la liste Ramsar depuis 2004. Ce site accueille des oiseaux migrateurs venant de l'hémisphère nord. Des efforts de protection annuels sont déployés pour la préserver, notamment contre la chasse illégale. Avec des espèces emblématiques comme les flamants roses, les hérons et les ibis, ces zones humides abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles sont également un habitat crucial pour divers amphibiens et reptiles. Cependant, leur équilibre est menacé par la pollution, les espèces invasives et le changement climatique. La wilaya d'Oran recense entre 35 et 50 espèces d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels les flamants roses, les spatules, les avocettes, les chardonnerets et bien d'autres. On a fait beaucoup de sorties concernant les zones humides, les 10 zones humides d'Oran. Et on a constaté qu'il y en a la diminution de beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme le flamant rose et le tadorne bélon, le tadorne kassarka, parce qu'il y en a beaucoup de problèmes et des causes, comme la sécheresse et le manque d'eau. Le rôle de notre association, c'est la sensibilisation et l'intervention avec les autorités concernant la biodiversité. Malgré leur importance écologique et économique, les zones humides d'Oran subissent des pressions dues à l'urbanisation et au manque de sensibilisation. Des efforts de conservation émergent, mais leur préservation nécessite un engagement collectif pour garantir leur pérennité et protéger ce patrimoine naturel unique. Ces espaces accueillent les voyageurs du ciel, notamment à Tissemsilt, où des efforts sont déployés en raison de la pression de l'urbanisme et des dérèglements climatiques. Des actions de sensibilisation, des visites éducatives sont organisées pour protéger des espaces rares, comme le flamant rose et le tadorne de belon, qui sont des espèces, bien sûr. C'est un reportage de Majda Diahmoud. Elles sont de retour. Chaque année, à la même période, des milliers d'espèces d'oiseaux migrateurs reviennent faire escale dans les différentes zones humides du pays pour enrichir sa biodiversité. La retenue d'eau de Mrila Al-Ayoun dans la wilaya de Tissemsilt est l'un de leurs refuges essentiels durant ce long voyage. C'est un site consistant qui renferme une richesse remarquable. Parmi les espèces qu'on peut trouver ici sur le site, en général, on trouve la grue cendrée. La grue cendrée, on a le foulque macroule, on a le canard colvert, on a le canard souché, on a l'aigrette garzette, on a des fois on trouve même le filigule milouin ou le filigule niroka.
Avec un téléobjectif allant jusqu'à 600 mm et un diamètre de 95 mm, Tejdin traque les oiseaux rares avec précision. L'année passée, on a identifié, on a pris des photos pour la seconde noire. Donc, c'est la première fois captée ou observée au niveau de la partie nord-ouest d'Algérie. Mais ces sites naturels sont aussi vulnérables, menacés par l'urbanisation et le changement climatique. Pour protéger ces habitations fragiles, des mesures sont mises en place pour maintenir l'équilibre écologique et favoriser le retour de ces oiseaux, notamment le flamant rose et le tadorne de Belan, deux espèces strictement interdites à la chasse. La conservation des forêts dans ce domaine de la protection, elle essaye de préserver les plans d'eau. Elle essaye de sensibiliser contre l'abus de chasse. On a actuellement formé plus de 600 chasseurs. Ils sont des partenaires. S'il y a tout abus, ils le lancent. Contre le déversement des eaux usées, contre la pose de cages pour les canards ou bien de pièges ou bien de filets. Nous sommes tenus de sensibiliser les visiteurs de l'importance de ces écosystèmes. Nous organisons des sorties et des randonnées pour visiter les zones humides comme Sidi Abdoun, Djedjelma ou encore le rond-point. L'objectif est de leur inculquer l'amour de la nature afin de la protéger. De leur côté, les associations activent aussi pour préserver ces richesses naturelles. L'association a pu ajouter 15 espèces au niveau de la liste avienne du pays. Donc principalement les observations sont localisées vers le sud, Tinzawatin, Tamanrast, etc. Et nous avons un certain nombre d'observations ou d'espèces ajoutées qui sont d'origine des espèces aquatiques. À titre d'exemple, c'est la filigule à tête noire qui a été observée pour la première fois en Algérie, à Mostaganem, par des membres de l'association. Tant que ces zones humides seront préservées, le spectacle se répétera. Chaque année, le ciel algérien s'animera du ballet majestueux des oiseaux migrateurs, témoins d'un écosystème en équilibre. Comme nous l'avons vu, tant que nos zones humides seront préservées, elles continueront d'offrir un refuge aux oiseaux migrateurs. Et c'est le cas à Hamdania, où ces écosystèmes ont un rôle crucial dans leur voyage. L'Atlas bidéen devient un lieu de repos et de répit durant leur vol. Mais pour contrer les menaces auxquelles ils font face, des mesures sont prises pour préserver ces havres de paix. Emela Sefta. Chaque année, des millions d'oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres entre l'Europe et l'Afrique. Pour eux, les zones humides constituent des haltes indispensables, offrant nourriture et repos au cours de ce long périple. Mais ces écosystèmes sont aujourd'hui menacés. Urbanisation, pollution et changement climatique réduisent ces espaces vitaux, mettant en danger de nombreuses espèces. Selon les experts, la disparition progressive de ces habitats impacte directement le nombre d'oiseaux migrateurs. La région de Chléa s'étend sur 26 587 000 hectares et abrite plusieurs zones humides, cascades, rivières et lacs. Ces milieux attirent des oiseaux migrateurs, dont le canard sauvage. En Algérie, 50 zones humides sont classées sur la liste de Ramsar, mais d'autres restent non répertoriées. Face à ce constat alarmant, des initiatives locales se multiplient pour restaurer et protéger ces milieux fragiles. Sensibilisation, reboisement et actions de conservation. Autant de mesures mises en place pour préserver la biodiversité. Nous sommes actuellement dans le secteur de Hamdania, au cœur du parc national de Chléa. En 2025, elles ont été mises à l'honneur sous le slogan « Ensemble, protégeons les zones humides pour notre avenir commun ». Il est impossible de parler des zones humides sans évoquer leur rôle essentiel dans l'écosystème, la vie humaine et animale, ainsi que l'équilibre environnemental.
Le parc national de Chléa accueille de nombreux oiseaux migrateurs attirés par la richesse de ces zones humides. À la fin de l'hiver, ils quittent les régions pauvres en ressources pour des milieux plus favorables. Chaque année, la deuxième quinzaine de janvier, un recensement des oiseaux d'eau migrateurs est réalisé. À Chléa, 14 espèces ont été identifiées, dont le canard à tête verte, le canard siffleur et le héron cendré. Protéger les zones humides, c'est assurer la survie des oiseaux migrateurs et préserver un équilibre écologique essentiel pour notre planète. Destination Mnéa à présent où des milliers d'oiseaux migrateurs font une halte du côté de Sebret El Melleh. Elle est classée zone humide d'importance internationale depuis 2004 sur la liste de la Convention de Ramsar et représente aujourd'hui un espace de nidification précieuse sur l'axe migratoire entre l'Europe et l'Afrique. Nous vous invitons ce soir à une visite guidée de ces lieux avec Badea Marni. Sebret El Melleh, lac d'El Golea ou lac Hassilgara. Toutes ces appellations renvoient à la zone humide de Mnéa où nichent différentes espèces d'oiseaux. Des flamants roses y règnent en maître des lieux. À leur côté, d'autres oiseaux migrateurs trouvent refuge. Le moineau domestique, la tourterelle et le corbeau. Nous sommes ici au bassin supérieur d'une profondeur allant de 1,5 à 2 mètres. Il se caractérise par son eau douce. Nous avons accompagné les spécialistes dans leur quête d'observation et de recensement. Ce lac se caractérise par sa diversité biologique et écologique, ce qui l'a classé sur la liste Ramsar des zones humides le 12 décembre 2004. Il s'étend sur une superficie de 18 974 hectares. Munis de leur matériel, jumelles et télescopes, ces spécialistes observent pour identifier les oiseaux, leur genre, leurs mouvements. Un travail mené 2 fois par an en saison d'hiver et d'été. Cette opération de recensement national s'inscrit dans le cadre du recensement mondial des espèces d'oiseaux migrateurs et nicheurs. Il y a des espèces d'oiseaux migrateurs et d'autres nicheurs. Le nombre d'oiseaux nicheurs est de 71 et atteint parfois 110 ou 140. C'est selon le climat. Lorsqu'il fait froid en Europe, ils migrent vers cette zone humide. Nous observons entre autres le cycle biologique des oiseaux et les directions qu'ils prennent. ما يزيد عن 10 إلى 15 طلبة دكتوراه. Chaque année, nous recevons 10 à 15 étudiants en doctorat ou en master qui viennent pour des recherches. La conservation des forêts de Mnéa les accompagne dans leurs travaux. العلمية. بحيرة سبخة الملاح المصنفة عالميا تنقسم إلى صنفين. Ils découvrent les 2 bassins supérieurs et ses eaux douces, ainsi que le bassin inférieur avec ses eaux salées. Ce site attire beaucoup de visiteurs, notamment des familles, désirant changer d'air et découvrir les trésors cachés au niveau de ce lac. Nous venons toujours ici avec mes parents pour admirer les oiseaux, le flamant rose, les canards et pour respirer l'air frais. Ce lac est au milieu du désert de Mnéa. Nous venons en famille pour voir les oiseaux et écouter le son de la nature. Classée site d'importance internationale en 2004 sur la liste Ramsar, la zone humide de Mnéa est un lieu touristique par excellence, de plus en plus fréquenté par des touristes. Et avant de clôturer cette édition, je vous invite à une toute petite virée du côté de la zone humide du parc Dounia à Alger. Et je vous laisse apprécier ces belles images recueillies par celles